tout d'abord, merci à toutes les personnes d'être présentes ici, tant en ligne qu'en présentiel, et merci à nos deux intervenants d'avoir accepté de participer à ce séminaire. Tout d'abord, comme ce que je fais un peu à chaque introduction de séminaire, c'est je commence par essayer de vous partager quelques notions de théorie critique qui sont en lien avec l'intervention qui va suivre. Aujourd'hui, la notion sur laquelle j'aimerais juste porter un petit peu d'attention est la notion d'interdisciplinarité, parce qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir une intervention croisée entre deux personnes de domaines très différents. Et d'ailleurs, encore une fois, je vous remercie vraiment d'avoir accepté de faire cette intervention croisée. Et je trouve que c'est vraiment une chance et que c'est quelque chose qui est important de faire dans la recherche, d'avoir ce genre d'intervention pluridisciplinaire. Donc, la théorie critique. Un peu comme à chaque introduction de ce séminaire, je vais commencer par vous parler un petit peu de Kant, en espérant que ça ne vous encourage pas à ne pas à revenir. Du coup, pourquoi est-ce que je commence mes interventions par parler de Kant? Tout simplement parce qu'en fait, Kant, c'est un peu la personne qui a introduit les prémices de la pensée critique. En fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a écrit 3 critiques, et notamment la première qui s'appelle la critique de la raison pure. Et dans cette critique-là, en fait, il a fait le mouvement suivant qui est très important et qui a été repris ensuite par d'autres personnes, d'autres philosophes, et qui marque en fait un peu l'avènement de la pensée critique, de la théorie critique. Et ce mouvement, c'est lequel? C'est le suivant. C'est le fait, en fait, de s'intéresser à qu'est-ce qui produit la connaissance. D'accord? C'est-à-dire que avant Kant, de manière assez... Ah, pardon. Est-ce que les participants nous entendent? Non, ça, je crois... Ah non, c'est pas normal. Si, vous nous entendez. Ok, tout va bien. D'accord. Oui, donc, du coup, quel est le mouvement qu'a fait Kant? C'est le mouvement, en fait, de préciser quel est le lien entre l'objet de la connaissance et le sujet qui analyse cet objet. En fait, à l'époque de Kant, il y avait par exemple ce qu'on appelle des preuves ontologiques. J'en avais parlé déjà lors du dernier séminaire. Qu'est-ce que c'est qu'une preuve ontologique? En fait, c'est une preuve de l'existence de Dieu à travers une suite d'arguments logiques. Mais en fait, c'est un peu problématique, Kant s'est intéressé à ça notamment. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça veut dire qu'à partir de concepts, on en déduit l'existence de quelque chose. Et en fait, ce qui est un peu derrière, c'est qu'on oublie que qui produit les concepts, en fait, c'est un sujet pensant qui produit les concepts. Donc en fait, il a vraiment fait ce pas de recul, un pas en arrière, pour essayer de remettre vraiment le sujet connaissant au cœur de la production de connaissances et de savoir. Et en fait, ça a été, il a fait ce lien entre objet et sujet. Et en faisant ça, il a bousculé un peu les lignes de l'épistémologie classique. Et en fait, de cette manière, Kant s'est inscrit dans la ligne des penseurs de son époque, c'est-à-dire les philosophes des Lumières. Et le but, en fait, de la philosophie des Lumières, c'était de limiter les prétentions de la raison, grâce à la raison, afin d'émanciper l'homme et de libérer en fait les gens du joug de la superstition et du dogmatisme. Malheureusement, force est de constater, à travers notamment l'essor qu'on a pu observer pendant le XXe siècle, l'essor du fascisme, que ce projet n'a malheureusement pas abouti dans le sens où l'humain ne s'est pas émancipé. Et c'est ici, en fait, qu'intervient l'école de Francfort, et notamment à travers la première génération des penseurs de l'école de Francfort, donc les fondateurs, Adorno et Horkheimer, parce qu'en fait, eux donc, ont fondé ce qu'on appelle actuellement la théorie critique. Et eux, leur mouvement a été de réactiver le mouvement qu'avait fait Kant, mais cette fois-ci, pas un pas en arrière, mais 2 pas en arrière, dans le sens où c'est encore prendre plus de recul afin de remettre ce sujet pensant dans son environnement, c'est-à-dire de prendre en compte les conditions socio-culturelles de la production de la connaissance. C'est-à-dire quand lui avait dit oui, ok, on a la connaissance, peut-être que cette connaissance n'est pas indépendante des gens qui la pensent, et là maintenant l'école de Francfort a ce mouvement de dire ah oui, mais peut-être que ce sujet connaissant, lui aussi fait partie d'un environnement, et que peut-être que ça a aussi un impact et des conséquences sur la connaissance qui est produite. Je pense que c'est vraiment pour ces raisons-là que
l'interdisciplinarité est vraiment fondamentale parce que dans la production de connaissances, en fait, il y a plein de choses à prendre en compte. Et c'est pour ça que la sociologie, les sciences de la nature, la philosophie, l'économie, tout ça, et je pense, a des liens entre eux et que c'est très important d'essayer de les mettre en valeur. Et ça a été la démarche de l'école de Francfort et de la théorie critique. Et eux, en fait, leur démarche a vraiment été de faire de l'interdisciplinarité institutionnelle. Juste pour comment dire, illustrer la démarche de l'école de Francfort, j'aimerais juste vous lire, et je vais conclure là-dessus, une citation d'un article qu'a publié Walter Benjamin, qui est aussi un membre de l'école de Francfort, mais plus tardif que les fondateurs Adorno et Horkheimer, qui explique en fait un petit peu la fondation de cette école. Donc la citation est la suivante. Le groupe dont il est ici question s'est constitué sous la République allemande autour de l'Institut de recherche sociale de Francfort. On ne peut pas dire qu'il a été à l'origine un groupe spécialisé. Le directeur de l'Institut, Max Horkheimer, est en effet philosophe et son plus proche collaborateur, Friedrich Pollock, est économiste. S'ajoute à eux le psychanalyste Fromm, l'économiste Grossman, le philosophe Rottweiler, qui était le pseudonyme d'Adorno, ce dernier traitant également de l'esthétique musicale, l'historien de la littérature Löwenthal et quelques autres. L'idée autour de laquelle s'était formé ce groupe était que la théorie de la société ne peut se développer aujourd'hui qu'en relation très étroite avec toute une série de disciplines, au premier rang desquelles figurent l'économie, politique, la psychologie, l'histoire et la philosophie. Voilà, donc ça explique un petit peu cette démarche interdisciplinaire qui a été celle de la théorie critique. Et comme ce séminaire essaie comment dire, prendre des éléments de théorie critique dans sa démarche, je trouvais ça intéressant de vous la partager. Et maintenant, je vais laisser la place à nos deux intervenants d'aujourd'hui. Donc, on va avoir le plaisir d'entendre Anne-Laure Libosa, qui est maître de conférence et HDR en informatique à l'ENSIE, donc l'École nationale supérieure d'informatique pour l'industrie et l'entreprise, et au LICEN, le laboratoire interdisciplinaire des sciences du numérique, où tu es également référente développement durable. Tes recherches se sont d'abord orientées autour du traitement automatique du langage, et maintenant, tu t'intéresses surtout à l'impact environnemental du numérique. Et on a aussi le plaisir d'avoir Gauthier Roussy, qui est chercheur au RMIT, l'Institut royal de technologie de Melbourne, et au centre de recherche en design qui est ici à l'ENS Paris-Saclay. Tu étudies également, tes recherches s'orientent également autour de l'impact environnemental du numérique. Merci à vous deux d'avoir accepté de venir et je vous laisse la parole. Je commence. Ouais, c'est vrai que c'est toi qui commence. Est-ce qu'il faut qu'on se mette dans un angle particulier par rapport à la caméra? La caméra s'oriente surtout jusqu'au premier tiers du tableau. Ok, je me vois. Et ton micro? Et le micro, il est en hauteur. Ok. Je vais peut-être déplacer un petit peu la caméra. Ok. Alors, on va plus en parler de la bio. Donc, la question de la numérisation et de la crise environnementale, elle est compliquée parce qu'en fait, elle prend ensemble deux épiphénomènes qui ont comme centre les activités humaines. Alors, je mets une astérix, mais normalement, il y a un grand paragraphe pour dire pas toutes les activités humaines. L'activité humaine très précise liée à des sociétés, principalement à partir du XVIIIe siècle, en Europe du Nord, en Europe de l'Ouest, au XIXe siècle, avec les empires coloniaux et avec les sociétés industrielles, jusqu'au monde globalisé. Donc, ce n'est pas les activités humaines par nature qui créent la crise environnementale, ce sont bien des activités humaines bien précises qui nécessitent de contextualiser. En l'occurrence, aujourd'hui, on sait que ces activités humaines, bien précisées, créent la crise environnementale. Donc, de l'autre côté, sachant que la numérisation est un épiphénomène qui transforme en profondeur la façon dont s'organisent les activités humaines et la façon dont elles sont faites, est-ce que la numérisation perpétue les activités humaines qui mènent à la crise environnementale ou est-ce qu'elle permet une transformation qui serait plus positive? Et au même titre, c'est loin d'être binaire, mais du coup, en tout cas, quelles sont les tendances de la numérisation et de quelle façon elles influent sur la crise environnementale? Du coup, ça amène plusieurs questions.
La première, elle est assez pragmatique, c'est est-ce qu'on est en capacité de créer des modes de vie et des modes d'activité qui sont à la fois soutenables d'un point de vue environnemental et numérique, numérisés. Et il s'agit bien aussi de, c'est pas une façon binaire de voir la numérisation, c'est pas numérique ou pas, c'est aussi le niveau d'intensité de la numérisation. En l'occurrence, Wikipédia, c'est déjà soutenable. Pas besoin de réfléchir beaucoup à ça. Donc, c'est pas question du numérique en tant que tel, c'est bien question d'une intensité et du modèle de développement dans lequel cette intensité se déploie. La deuxième, c'est finalement, au-delà de l'intermédiation par les activités humaines, ou à travers cette intermédiation par les activités humaines, comment la crise environnementale, en fait, influence sur la numérisation et comment la numérisation influence sur la crise environnementale. Quels sont les phénomènes qui les lient directement et qui modifient de façon commune en fait leur évolution. Et finalement, puisqu'aussi, finalement, là, on a une sorte d'instantané, mais quel sera le futur de la numérisation? Et est-ce que l'avenir environnemental de la numérisation est compatible avec les scénarios de transition écologique? Et la question des futures numérisations est, à mon avis, c'est cruciale. Donc, on va faire un premier point. Alors, en tout cas, ma partie est assez globale. On ne parlera pas encore d'IA, c'est à l'expert que je laisse ça. On va plus parler d'un point de vue mondial. Alors, il faut qu'on fasse une distinction très rapide d'un point de vue environnemental entre le secteur numérique, ici ICT, et la numérisation, digitalization. Ce n'est pas la même chose. En général, la référence qu'on donne, en tout cas la définition qu'on donne à l'ICT d'un point de vue environnemental, mais aussi dans la discipline, c'est 3 tiers techniques: data center, réseau, équipement utilisateur. Il faut faire une distinction où, en fait, parfois dans l'ICT, on met aussi tout ce qui est divertissement immédiat. Ça implique que si je prends ici entertainment et médias, j'inclus aussi les smart télé, par exemple, dans ce tiers. Donc, il faut bien faire attention au périmètre qu'on donne à ça. Et ces 3 tiers techniques permettent de faire fonctionner une couche de service. Donc à la fois cette couche et ces 3 tiers représentent aujourd'hui ce qu'on peut appeler le secteur numérique, différent de la numérisation, qui est le phénomène d'expansion de ce secteur vers les autres, vers l'industrie, vers l'agriculture, vers la santé, les transports, etc. Donc, quand j'essaie de calculer l'empreinte environnementale du numérique, normalement, dans un premier temps, j'essaie de comprendre ça, a priori ça, mais si j'ai de comprendre les impacts environnementaux de la numérisation, je m'intéresse à la façon dont ça transforme ça. C'est bien ça la différence. Donc, c'est pour ça que sur le vocabulaire, à chaque fois, je suis assez précis sur secteur numérique ou numérisation. Alors, gardez bien en tête ces 3 tiers techniques, ils vont apparaître maintenant en haut, en ligne. C'est pas forcément évident. Donc, ça, c'est une représentation schématique de ce qu'on regarde dans une analyse de cycle de vie, Life Cycle Assessment, LCA, donc en anglais, ou ACV en français. Donc, on regarde toujours mes 3 tiers techniques: data center, réseau, équipement utilisateur. Et je vais regarder uniquement 2 phases du cycle de vie qui en comportent 5. On va uniquement regarder la fabrication et l'usage, ou manufacturing and operations. Alors déjà, première réduction, on oublie déjà 3 phases, dont une qui est importante, c'est la fin de vie. Aujourd'hui, au niveau global, on ne sait pas modéliser la fin de vie, surtout le segment ICT. On a une idée, mais ce n'est pas formalisé. Pour une raison assez simple, c'est qu'aujourd'hui, à peu près 20% des déchets d'équipements électriques et électroniques sont collectés, et 80% ne sont pas collectés. Ils vont dans ce qu'on appelle les filières informelles, et donc ne sont plus suivis. Et ce n'est pas parce qu'on les collecte d'ailleurs qu'ils sont valorisés. Bon, une fois que j'ai mes 3 tiers techniques, que sur chaque tiers technique, je regarde 2 phases du cycle de vie, fabrication et usage, maintenant, sur chacune de ces phases, je vais regarder des facteurs environnementaux. Je vais regarder la consommation d'énergie primaire, mesurée en mégajoules, ou enfin en joules, les émissions de gaz à effet de serre, en équivalent CO2, la consommation de ressources abiotiques type élémentaire, ça veut dire les métaux, les minéraux, qu'on prend en équivalent antimoine, voilà, et la consommation d'eau. Ça, au final, c'est mon empreinte environnementale, lorsque j'ai tout ça.
bon, sachant qu'il manque la fin de vie et il me manque encore 11 autres facteurs environnementaux. Normalement. Il me manque toutes les questions d'écotoxicité, de toxicité humaine, de particules fines, de pollution des sols, de pollution d'eau, etc. Tout ça à peu près. Donc il me manque encore un gros paquet. Mais aujourd'hui, c'est ce qu'on sait à peu près faire de mieux. Et c'est ce qu'on appelle soit une ACV de type screening ou un LCA de type screening. Donc on garde bien ça en tête. Et lorsqu'on fait un service, typiquement de l'intelligence artificielle appliquée à un machin chose, on rajoute juste une couche qui est celle du service digital, du service numérique, pour savoir comment ce service numérique va mobiliser l'ensemble de tout ça. Quel type de data center, quel type de composant data center, est-ce que c'est du computing, est-ce que c'est du networking, matériellement, quel type de composants sont utilisés, quelles sont leurs consommations, comment ils ont été fabriqués, sur quel type de réseau évolue le service numérique, quel type de trafic, quel type d'équipement, sur quel type d'équipements utilisateurs sont aussi regardés et utilisés ces services, etc. Donc typiquement, le streaming me pose des questions sur mon data center, il est où, il est fait comment, etc. Sur quel réseau. Et finalement, est-ce que je regarde sur une télé, est-ce que je regarde sur un smartphone, etc. Donc ça change tout à fait la façon dont ça se module. Donc ça, c'est l'empreinte environnementale. Et cette réduction presque absurde, c'est l'empreinte carbone. L'empreinte carbone consiste la plupart du temps à comptabiliser la phase d'usage, qu'on retrouve à chaque fois dans les matières techniques. Vu qu'on est en phase d'usage et qu'on fait du numérique, ce qu'on consomme principalement, nous, c'est de l'électricité. C'est plus l'énergie primaire. Parce que là, je comptabilise plus ma source d'énergie. Je comptabilise l'électricité qui a été produite à partir d'une source d'énergie. C'est différent. Parce que j'ai des pertes. Lorsque j'ai une turbine à vapeur qui produit l'électricité dans une centrale nucléaire, j'ai forcément des pertes thermiques. Donc là, je récupère juste ce qui a été consommé après perte. Donc c'est une vision qui est limitée aussi. Et je vais prendre du coup les émissions de carbone qui sont liées à cette consommation électrique. Donc ça, c'est vachement bien parce que ça permet de cacher tous les transferts d'impact. Typiquement, je peux avoir un data center qui consomme beaucoup moins d'électricité parce qu'il a changé son mode de refroidissement. Donc, j'ai plus un refroidissement par air conditionné ou par air climatisé, j'ai un circuit de refroidissement à l'eau froide. Du coup, je réduis mon impact ici, mais du coup, j'augmente mon impact ici, mais c'est plus visible parce que de toute façon, j'ai un périmètre d'analyse tellement réduit que ça ne se voit plus. Très intéressant. Donc, en tout cas, si je vous donne une vision sur un équipement, on va dire quasiment totémique, qui est le smartphone, sur un scénario qui serait que l'objet dure 3 ans et qui consomme de l'électricité française. 90% de l'énergie est déjà dépensée à la fabrication, pareil pour les GES. Et sur les ressources et l'eau, c'est quasiment 99%, au moins pour les ressources, un peu moins pour l'eau. Et si je prends juste l'empreinte carbone de mon smartphone, aujourd'hui, on estime qu'un smartphone, c'est 84 kg d'équivalent CO2 pour toute sa vie. Donc, s'il dure 3 ans, ça fait 26 et quelques. Enfin, ça fait 26 kg par an. Quelque chose comme ça. Donc, il faut aussi bien faire attention à la façon dont sont modulés tous ces impacts. Puis, si je prends une télé, ça n'a pas du tout la même gueule. Enfin, c'est pas du tout la même. Ça ne ressemble pas du tout à la même chose. Une télé serait plus ici à du 30-70 si l'écran est très large et très grand. Donc, et parce qu'une télé dure plus longtemps. En fait, il faut vous dire que plus un équipement est tout le temps allumé et plus dure longtemps, plus ses impacts en phase d'usage sont importants, relativement à la phase de fabrication. Donc, une télé qui dure 7 ans et qui est tout le temps allumée, ou un serveur qui dure 5 ans et qui est tout le temps on, a une phase d'usage qui est plus importante, généralement. Un smartphone, ça fait 2-3 watts, ça dure 3 ans, c'est pas ça qui va augmenter la phase d'usage. Donc, il faut vous dire que même recharger un smartphone pendant 3 ans, une fois par jour, ça fait ça, hein, surtout la consommation énergétique. Alors, pour revenir au niveau global et en empreinte carbone, voici toutes les hypothèses, enfin, en tout cas une bonne partie des hypothèses aujourd'hui qu'on a sur l'empreinte carbone mondiale du secteur de l'ICT, en incluant le divertissement et les médias.
de mon point de vue, il est impossible de donner un chiffre fixe. Parce que les données sont, on a des trop différentiels de données, les données ne sont pas d'assez bonne qualité, il y a trop d'incertitudes. Donc aujourd'hui, on peut donner qu'une fourchette. Et pour moi, et d'après la référence, bon, ici, moi je reste plutôt sur la synthèse qu'a fait l'équipe de Freytag, ça serait entre 2,1 et 3,9 des émissions mondiales en 2020. Voilà. C'est pas très intéressant comme information en fait. Parce que c'est pas intéressant de savoir combien c'est aujourd'hui, c'est aussi de savoir comment ça va évoluer en fait. Le futur de ça est plus important que ce que c'est aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on peut juste le constater en fait. Et donc, les questions d'agentivité, ou en tout cas les questions d'action à prendre en compte, doivent être prises au niveau de la projection future. Sauf qu'en l'occurrence, la façon dont on pense les futurs de la numérisation sont quand même controversées, en point de vue environnemental. Alors ça, c'est une image du CES à Las Vegas en janvier dernier, donc le Consumer Electronics Show, alors qui vous fait un petit peu un bingo de tout ce qu'il faut dire pour faire financer un projet technologique. Donc, sachant que le CES cette année était très versé métaverse, hein, tout le monde a fait son petit stand. Des NFT, réalité augmentée, virtual reality, mais il n'y a pas d'intelligence artificielle, ceci dit. Mais ce qui est intéressant en termes de sémiologie quand même, c'est qu'il y a quand même à la marge, et littéralement à la marge, il y a quand même éco-friendly. Donc tout va bien. Et le problème, c'est comment on calcule le futur, quel sera le futur écologique de ces choses, et est-ce qu'il faut vraiment le calculer pour savoir s'il faut le faire, ou est-ce qu'on est juste condamné à calculer une fois que c'est fait. La littérature sur le futur de l'empreinte carbone du numérique est compliquée. On a en gros deux hypothèses faites par deux chercheurs qui sont un peu en concurrence là-dessus depuis un petit paquet d'années. Il y a Andrae de chez Huawei qui estime que d'ici 2030, l'empreinte carbone augmentera de 10% à peu près. Et Malmodin de chez Ericsson qui dit que d'ici 10 ans, enfin d'ici 2030, l'empreinte aura diminué de moitié. C'est un peu incertain comme prévision. On a un petit niveau d'incertitude. Principalement, ça s'explique par des questions de périmètre observé et d'hypothèses d'efficacité de substitution. Mais quelle sera la réalité? Ça, c'est toute autre histoire. Parce qu'il faut se poser des questions, bien évidemment, quelle sera l'efficacité énergétique des équipements? Très bien, mais en fait, si on revient là-dessus, je peux avoir un équipement qui, en effet, est plus efficace et a une efficacité énergétique plus élevée. Sur ma phase d'usage, du coup. La fabrication, c'est déjà hors scope. Mais pour avoir une efficacité énergétique plus élevée, est-ce que j'ai utilisé des matériaux plus précieux qui augmentent l'empreinte matérielle? Ou est-ce que du coup, vu que j'ai des matériaux plus précieux, est-ce que j'ai besoin de faire des traitements à l'eau plus importants dans le raffinage? Est-ce que du coup, finalement, aussi, d'un point de vue en valeur absolue, non pas en valeur relative, est-ce que j'ai augmenté l'empreinte? Donc, il y a quand même plein de questions. L'efficacité ne suffit jamais, hein, généralement en point de vue environnemental. Est-ce que j'aurai des usages plus intenses? Est-ce que j'aurai des nouveaux usages? Quelle sera l'empreinte matérielle? Est-ce qu'il y aura des nouvelles activités industrielles? Plus d'équipements, moins d'équipements? Est-ce qu'il y aura, à quoi ressemblera l'intensité carbone des mix énergétiques disponibles? Typiquement, si le métaverse consiste à éradiquer tous les écrans télé plats 100 pouces et le remplacer à parc équivalent par des lunettes de réalité augmentée, potentiellement il y a un gain. Donc on peut faire l'hypothèse d'un gain environnemental, parce que les télés, c'est quand même quelque chose de qui a une très grosse empreinte. Potentiellement, s'il y avait une substitution concrète et réelle, on pourrait y gagner. Si on se retrouve à avoir des écrans plats et des lunettes de réalité augmentée, là, on n'y gagne plus du tout. Et c'est pour moi des usages qu'on attribue à ça. Parce que si dans 2030, on a toujours Netflix plus le métaverse, a priori, on garde des équipements. Alors, moi, une de mes petites spécialités, c'est de vérifier les affirmations d'impact positif de la numérisation sur le climat. En l'occurrence, il y a deux affirmations qui reviennent assez souvent. La première, c'est l'affirmation de la GSMA, qui est l'organisme professionnel qui représente les opérateurs télécoms dans le monde,
qui dit une tonne de CO2 émis par le secteur numérique, c'est 10 tonnes évitées dans les autres secteurs. Donc c'est le ratio 1 pour 10, non pas 10 pour 1 d'ailleurs. Repris par exemple à bouche en cœur par Stéphane Richard, le PDG d'Orange, qui est lui-même le président de GSMA d'ailleurs. Mais pour l'avoir vu aussi dans plein de réunions interministérielles ou dans les agences, c'est repris, c'est un élément de langage assez courant. L'autre affirmation vient de Jay-Z pour Global E-Sustainability Initiative, qui est aussi un organisme professionnel qui représente l'industrie de la tech pour faire valoir le potentiel, en fait, pour trouver le potentiel des technologies pour le climat, disons. Et eux, finalement, vont annoncer l'affirmation de la réduction des 15 à 20%, qui consiste à dire la numérisation va réduire de 15 à 20% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 dans tous les secteurs. Beaucoup. Enfin, en gros, GSMA dit qu'en 2018, la numérisation a permis d'éviter 2,1 gigatonnes de CO2, de CO2. Jay-Z vous dit en 2030, la numérisation permettra d'éviter 12 gigatonnes d'équivalent CO2, c'est-à-dire une fois et demie la Chine, en toute proportion gardée. Donc, il faut vérifier ça. Alors, je ne vais pas vous montrer, j'ai fait un rapport technique de 80 pages pour tout vérifier que je ne vais pas vous montrer. Je ne vous montre même pas la méthode de calcul, je vais vous montrer les hypothèses de départ. Très important en fait. Concentrez-vous uniquement sur les cadres orange. En fait, le rapport GSMA qui consiste à dire qu'en 2018, la numérisation a évité 2100 mégatonnes de CO2. Dans le cadre orange, ici, vous avez l'origine de 2 tiers des émissions supposément évitées. En fait, c'est des résultats qui sont obtenus en prenant une étude de cas industrielle. Donc, typiquement, supposons que Airbnb, Couchsurfing, permet de réduire les émissions liées à l'habitation, parce qu'on fait du partage d'habitation, on ne va plus dans un hôtel, etc. Et que j'extrapole ça en utilisant les réponses d'un questionnaire en ligne rempli par 6000 personnes au niveau global. Donc, j'extrapole au niveau global. Je peux affirmer, sans trembler des genoux, que potentiellement, Airbnb m'aurait évité 220 mégatonnes de CO2. C'est-à-dire que je prends une hypothèse de cas industriel seule, je l'extrapole au niveau mondial avec les résultats d'un questionnaire de 6000 personnes pour en faire des émissions évitées globales. Méthodologiquement, c'est niveau 0. Il ne faut pas faire ça. Bon, je ne le fais pas tous, mais les conférences en ligne, tout à fait possible. Réduction des émissions parce qu'on remplace des déplacements personnels par des appels vidéo, tout à fait possible. Par contre, le questionnaire est biaisé. Parce que si vous demandez à une personne, est-ce qu'un appel vidéo remplace un trajet pour votre famille? C'est tout à fait vrai pour plein de personnes. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ça remplace le trajet effectif. Parce que, imaginons que je suis un étudiant étranger, en effet, je vais appeler ma famille. Mais ça ne veut pas dire pour autant que je prendrai l'avion pour voir ma famille. Donc, il n'y a pas d'émission évitée. Donc, il faut faire très attention à la façon dont on biaise les questions et comment on extrapole ces biais pour obtenir des émissions évitées, parce que ça ne tient pas la route. De même, c'est 148. Voilà. Tu vois, je disais 220, en fait, c'est 148 mégatonnes. Ils estiment que grâce à des meilleurs transports publics, grâce à des apps de navigation comme Citymapper ou Google Maps, on a un meilleur accès au transport public qui aurait régénéré en 2018 148 mégatonnes d'émissions évitées. Compliqué quand même, parce que, ce qu'on disait tout à l'heure, il s'avère aussi que dans la littérature économique, on vous dit que les applications type Uber ou Lyft influencent négativement l'investissement et le transport public dans les villes où c'est déployé. Donc potentiellement, j'ai ici un facteur qui va augmenter l'accès aux transports publics, mais je peux avoir un autre aspect de la numérisation qui fait que je désinvestis dans le transport public. Sauf que l'autre aspect n'est pas intégré. Donc voilà, je ne vous les fais pas tous, mais bon, vous avez compris la logique de GSMA. Donc là, 2 tiers des émissions évitées dans ce rapport, c'est une extrapolation d'un questionnaire rempli par 5000 personnes pour avoir une image mondiale. Alors, Jay-Z, c'est quand même assez chouette aussi. Bon, extrêmement belle hypothèse. On estime que d'ici 2030, les compteurs intelligents Team Plinky réduiront la consommation d'énergie des ménages de 40%. Beaucoup. La littérature scientifique ne vous dit pas ça généralement. On a envoyé à 3%.
Pareil pour les bâtiments commerciaux, moins 45% de consommation d'énergie d'ici 2030. Grâce à la numérisation en 2030, réduction des voyages d'affaires en voiture, en avion de moins 80%. Alors, il faut prévenir le secteur aérien, par contre, là. Parce que leur projection de transport, leur projection de trafic de passagers n'est pas du tout la même chose. Bon, industrie, moins 50% de réduction des GES grâce à l'automatisation des processus industriels. En 2030, grâce à la numérisation, on réduirait de 65% la consommation d'énergie à l'agriculture. Pas de commentaires. On réduit de 20% la production d'énergie mondiale grâce à la numérisation, aussi dans leur scénario. Ou, par exemple, on réduit la production de voitures de moins 15% d'ici 2030. Quand vous avez ce genre d'hypothèse en entrée, on peut en effet réduire les émissions de GES au niveau mondial de 15 à 20%. C'est très facile. Sauf que les hypothèses ne sont pas correctes. Parce que si on se base sur des études de cas industriels pour extrapoler au niveau mondial, ça n'a aucun sens. Et notamment lorsqu'on prend ces hypothèses. Juste une question. Oui. Quand tu dis que ce sont des hypothèses, est-ce qu'on ne peut pas dire que ce sont des conclusions d'une méthode, comme tu l'as rappelé, d'extrapolation à partir d'un questionnaire de 6000? Non, ça, ce n'est pas la même méthode. Ça, c'est bien plus de questionnaire là-dedans. D'accord. Là, sur GESI, parce qu'avant, GSMA prend le questionnaire, et GSMA prend des études de cas industriels et extrapole avec un questionnaire sur certains aspects. GESI prend juste des études de cas industriels, des échanges avec des experts pour construire une hypothèse. Sauf que si je prends une étude de cas industriel pour construire mon hypothèse, je prends quand même le scénario le plus optimiste. Parce que l'étude de cas industriel est rarement... C'est ça qui est problématique, en fait. Et parce que les études de cas industriels qui vont dire « ça marche, mais pas trop », ça n'existe pas, en fait. Ça, c'est une expertise métier, c'est des hypothèses à partir d'une expertise métier. C'est ça. L'autre, c'était des hypothèses à partir des résultats d'un questionnaire. Alors, expertise métier, plus questionnaire. Typiquement, GESI, par exemple, je sais pas, vous dire, ils vont identifier un levier en disant la numérisation, notamment par la télémédecine, permet de réduire le nombre de voyages à l'hôpital. Soit. Après, ils vont vous dire il faut calculer le taux d'adoption de cette technologie au niveau mondial. Ils font un distinguo entre les pays de l'OCDE et les pays non OCDE. Et ils calculent le taux, ils estiment le taux d'adoption d'une technologie en suivant le Gartner Hype Cycle, qui est un modèle absolument pourri pour faire croire qu'il y a un modèle naturel d'adoption de technologie, où ça monte au départ, après ça redescend, après ça remonte. Donc ils vont dire, voilà, la télémédecine sera adoptée à hauteur de 65% dans le monde en 2030, dans les pays de l'OCDE, et à 45% dans les pays non OCDE. Après, il vous dit, bon, quelle est la distance moyenne entre un foyer et un hôpital en moyenne dans le monde? Je crois que c'est 34 km. Quelle est la consommation de voiture, la consommation en litres d'une voiture en moyenne dans le monde? Ils prennent tous ces facteurs moyennés pour ensuite dire et quels sont le nombre de trajets annuels dans le monde vers l'hôpital. Et si on part du principe que ça me réduit de moitié mes transports dans 65% des cas, dans les pays de l'OCDE, ça fait réduire tant d'émissions. C'est ça la méthode, en fait. Alors, je ne peux pas tout expliquer, mais je veux juste montrer les hypothèses en entrée, en tout cas. Mais c'est fascinant, enfin, c'est un exercice de pensée magique. Parce qu'en fait, aussi, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça calcule juste les émissions évitées. Mais la numérisation n'est pas quelque chose qui fait éviter des émissions, il en rajoute aussi. Typiquement, alors j'aime beaucoup cet exemple, ExxonMobil a un partenariat avec Microsoft pour digitaliser ses sites de production d'extraction pétrolière, notamment celui du bassin Permian. Et ils disent que grâce donc, à toute la suite de Microsoft, including Dynamics 365, Microsoft Azure, Machine Learning, Internet of Things, blablabla, ils augmentent la production journalière de barils de pétrole sur le site de 50 000. 50 000 nouveaux barils jour grâce à la numérisation. Donc ça, donc le petit carré gris en bas de mon diagramme, c'est l'empreinte carbone juste pour produire un baril, juste la production du baril. Ça fait à peu près 1/10 de l'empreinte carbone totale de Microsoft, juste pour ce projet. Si on estime que ces barils vont être utilisés comme essence dans une voiture et qu'on prend donc du coup leur empreinte carbone totale, juste avec 50 000 barils par jour pendant 1 an, j'ai fait la moitié de l'empreinte carbone de Microsoft. Et il y a plein de projets pétroliers qui sont fournis par Microsoft. Il n'y en a pas qu'un.
Donc, potentiellement, calculer les émissions ajoutées, ça ne serait pas si bête. Et j'en arrête là. Je vous laisse sur ces belles conclusions sur l'intelligence artificielle et le machine learning. Je vais prendre la suite pour parler du coup de... Alors, on a vu tout ça pour le numérique de façon générale. Moi, je vais essayer de pas... Non, non, c'est bon. Okay. Si je fais attention, ça va aller. C'est juste que je fasse attention. Donc, on a vu tout le cas du numérique de façon générale. Et puis, là, le but, c'était de centrer un petit peu sur le cas de l'IA aussi. Et donc, si on reprend le schéma de tout à l'heure, hein, avec les 3 tiers d'équipements qu'on a eu tout à l'heure, tous les programmes d'IA, tous les services d'IA, etc., c'est basé sur un certain nombre d'équipements. Je reviendrai un petit peu dessus après. Et donc, on va retrouver forcément les impacts qui sont liés à ces équipements, au cycle de vie de ces équipements. Donc, c'est ce qui est appelé ici Compute Related Impacts. Et puis, ce qu'on espère aussi dans beaucoup d'articles qui utilisent les méthodes d'IA, c'est que tous ces équipements et les programmes qui tournent sur tous ces équipements, ça va avoir des impacts qu'on espère positifs sur tout le reste. Voilà. Ça rejoint ce que disait Gauthier tout à l'heure. Hein. Voilà. Donc, dans plein de secteurs divers et variés, je montrerai un petit peu après à quoi ça ressemble. Alors, pour bien comprendre de quoi on parle, quand on parle de services d'IA, on va avoir plusieurs phases qui peuvent être prises en compte ou pas. Souvent, la seule phase qui est prise en compte dans la littérature, c'est cette phase-là, hein, c'est la partie apprentissage des modèles. Mais en fait, on pourrait prendre en compte plein de choses, hein, toute la partie acquisition des données, toute la partie production des données. On va faire un certain nombre de pré-traitements pour que les données puissent être utilisées ensuite. Toute la partie apprentissage, donc là, c'est vraiment le cœur, c'est effectivement l'apprentissage du modèle. Donc, on a aussi le stockage de données qu'on pourrait prendre en compte. Et puis, je n'ai pas marqué, mais aussi le transfert de données, parce qu'évidemment, toutes ces données-là, on ne les utilise pas forcément en local, notamment si on est sur un supercalculateur, on va les transférer sur les machines du supercalculateur. Et puis, la dernière partie, c'est cette fois-ci toute la phase d'inférence. Cette fois-ci, on va utiliser le modèle qu'on a appris dans une application. Donc, ça peut être dans un véhicule, ça peut être dans un smart building, parce que voilà, on va apprendre, on va modéliser l'utilisation des locaux, par exemple, et donc là, on va plutôt faire tourner cette partie-là, voire réapprendre le modèle régulièrement, enfin, au moins cette partie-là. Et donc, c'est toutes ces phases, normalement, qu'on va prendre en compte pour évaluer l'impact de l'IA. Alors, vous avez remarqué que je suis subtilement passée de empreinte environnementale à empreinte carbone, parce que, comme disait Gauthier tout à l'heure, hein, effectivement, ce qu'on va trouver dans la littérature, c'est un focus uniquement sur la partie empreinte carbone, et aussi, comme vous le verrez juste après, aussi sur la partie, effectivement, usage des équipements, et donc uniquement sur la consommation d'énergie. Et donc, toutes ces phases, forcément, elles ne tournent pas dans un truc... elles ont une application concrète, quoi, qui sont tous les équipements qui vont être utilisés pour chacune de ces phases-là. Donc, au niveau de l'acquisition des données, ça va être tous les capteurs qu'on peut utiliser pour acquérir les données. Alors, ça peut être déjà fait, hein, mais en tout cas, à un moment, il y a eu une acquisition de données. Toute la partie traitement ici aussi. Puis, ce qu'on va étudier plus souvent, c'est toute la partie... pour l'entraînement du modèle, ça va être toute la partie data center, enfin, avec un terme un peu générique, mais qui va être tout ce qui est infrastructure de calcul, en fait. Et puis, à la fin, c'est pareil, on a un certain nombre d'équipements qui vont permettre de faire tourner le service qui comprend de l'IA. Et comme on a vu tout à l'heure, tous ces équipements, ça a effectivement un impact du fait du cycle de vie. Et alors, je fais un petit focus là sur la partie data center, infrastructure de calcul, etc. Parce que ce à quoi on pense spontanément, c'est toute la partie calcul et stockage de données. Donc, une sous-partie de l'infrastructure informatique
de la partie informatique de l'infrastructure, mais en réalité, il y a plein d'autres équipements, donc notamment tout ce qui est équipement réseau, et puis quelque chose qui est très important, comme voilà, Gauthier le mentionnait tout à l'heure, c'est toute la partie climatisation des salles informatiques, voilà, puisque forcément ça chauffe, donc il faut climatiser pour que ça reste à une température correcte. Et puis, ça, c'est uniquement en prenant en compte la partie informatique, mais il y a aussi plein d'autres choses. Donc, il y a par exemple des transformateurs, des batteries, des générateurs, etc. Donc, voilà, qui marchent. Voilà, si on prend l'exemple d'une infrastructure, du supercalculateur Jean Zek qui est juste à côté, tous les mois, il y a, le générateur est testé pour vérifier que tout fonctionne bien. Et donc, ça utilise du fuel systématique. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça donne quand on regarde l'empreinte carbone de la partie fabrication des équipements versus la partie utilisation? Il y a quelques études qui ont été faites. Donc là, en l'occurrence, c'est une étude de Facebook de l'année dernière qui a essayé d'estimer un petit peu l'empreinte carbone d'apprentissage de modèles en distinguant la partie fabrication, donc c'est ce qui est assuré en bas, et la partie utilisation. On voit que la partie fabrication a quand même une empreinte qui n'est pas négligeable, même si ce qui est souvent pris en compte, c'est plutôt cette partie-là, opérationnelle, c'est-à-dire la partie utilisation. Donc, voilà, tout ce qui est lié à la consommation d'énergie. Et puis, vous voyez, bon, je reviendrai tout à l'heure, mais vous voyez qu'ils considèrent que ça, c'est de l'énergie qui est décarbonée. On pourra en reparler tout à l'heure, mais et donc, si cette fois-ci, on regarde la phase donc opérationnelle, c'est-à-dire la partie utilisation, simplement, donc l'empreinte carbone liée à la consommation des équipements, quand on fait tourner un programme d'apprentissage, il y a un certain nombre de facteurs qui vont influencer l'empreinte carbone. Alors, juste pour information, il y a des outils qui permettent de calculer l'empreinte carbone qui est liée à cette partie dynamique de la consommation d'énergie. Donc, je vous ai mis un exemple ici. Vous voyez que, voilà, en donnant un certain nombre d'indications, ça va vous donner l'empreinte carbone et puis éventuellement aussi d'autres informations complémentaires. Donc, parmi ce qui influence, il y a évidemment qu'est-ce que vous utilisez comme modèle, quelle est l'architecture de votre réseau de neurones, qu'est-ce que vous avez comme données en entrée, quelle quantité, etc. Et puis, il y a un certain nombre d'autres facteurs qui vont aussi rentrer en compte, notamment tout ce qui est par exemple, l'efficacité énergétique de l'infrastructure que vous utilisez. Alors, cette efficacité énergétique, souvent, on la prend en compte en utilisant un indicateur qui s'appelle le PUE, qui va permettre de calculer globalement qui va être calculé en prenant la consommation électrique totale du data center par rapport à la consommation électrique de la partie informatique. Donc, cet indicateur, il est forcément toujours supérieur à 1. Là, je vous ai mis l'évolution du PUE des data centers de Google. On voit bien, d'ailleurs, que ça évolue selon les trimestres. Mais de façon générale, quand on prend un PUE standard, on est plutôt à 1,6, 1,7, 1,8. Enfin, c'est beaucoup plus élevé que ça. Donc, ce qui veut dire que la consommation d'électricité supplémentaire par rapport à ce que consomment réellement les serveurs informatiques n'est pas du tout négligeable. Et puis, donc ça, c'était pour tout ce qui est consommé par le reste, donc notamment par la climatisation, perte électrique, etc. Et puis, si on regarde même parmi les équipements informatiques, donc ça, c'est une étude qui a été faite sur des data centers cloud, mais ça donne quand même une petite idée de la proportion des différentes parties. Vous voyez que donc ça, c'est tout ce qui est serveur qu'on voit en vert ici, qui représente 70% de la consommation. Mais vous voyez qu'il y a aussi 30% qui est lié à la consommation des équipements réseau. Et puis cette fois-ci, si on regarde uniquement cette partie-là, donc des serveurs, on voit que donc, ce qui est en général pris en compte pour la consommation dans les outils comme celui que je viens de vous montrer, Gradient Algorithms, c'est la consommation du processeur, de la mémoire, et puis c'est à peu près tout, et puis du GPU, des cartes GPU quand il y en a, mais voilà, en l'occurrence là, il n'y en a pas. Et vous voyez que ce n'est pas non plus la totalité de la consommation électrique. Donc, si je reviens sur
les modèles qui sont utilisés par ce type d'outils, qui vont calculer l'empreinte carbone à partir de la consommation des équipements informatiques et en multipliant, enfin, voilà, en utilisant un certain nombre de façons pour essayer d'estimer le reste, on voit que c'est quand même un petit peu réducteur. Et puis, la façon dont on calcule, une fois qu'on a la consommation électrique, la façon dont on va calculer l'empreinte carbone associée, c'est qu'on va multiplier ça par le facteur d'émission d'électricité considéré. Donc, le facteur d'émission, c'est vraiment ce qui permet de convertir, quand on utilise 1 kWh d'électricité, voilà, on estime que ça émet tant de kilos de CO2 équivalent. Et donc, pas nécessairement, ce facteur d'émission, il va avoir une influence importante sur l'empreinte carbone des équipements, et il se trouve que c'est très variable dans le monde. Donc voilà, en France, on a une énergie qui est relativement décarbonée, avec d'autres problèmes, mais qui est relativement décarbonée. Par contre, si on regarde en Pologne, par exemple, cette fois-ci, l'énergie, le facteur d'émission est beaucoup plus élevé. Et ça a une influence, évidemment, sur l'empreinte carbone finale de l'entraînement et du test des modèles. Donc ici, c'est les auteurs là, ont calculé en fait l'empreinte carbone de l'apprentissage de différents modèles de traitement automatique des langues dans des pays différents. Donc si on regarde l'empreinte carbone, si on peut tourner ça en France, on voit qu'on est autour de 100 grammes de CO2 équivalent. Et puis, si on reprend l'exemple de la Pologne de tout à l'heure, cette fois-ci, on voit que c'est 10 fois plus. Alors, je vous avais dit que tout à l'heure, je reviendrai sur le fait qu'on parle d'énergie, enfin, qu'en plus, on considère que l'électricité est décarbonée. Alors, je vais peut-être pas détailler beaucoup là-dessus, mais en fait, globalement, le fait que tous les data centers et la plupart des grands opérateurs du numérique passent sur des énergies, sur de l'achat d'énergie renouvelable de plus en plus, ça leur permet de faire baisser une partie de leur bilan carbone, enfin l'équivalent de bilan carbone, c'est-à-dire le scope 2 qui considère la consommation d'énergie, mais uniquement en considérant que, parce qu'ils considèrent que s'ils ont acheté une quantité d'énergie renouvelable, ça correspond à des émissions nulles. Donc, c'est un petit peu... la plupart des stratégies de baisse de l'empreinte carbone des grandes entreprises numériques, elles sont fondées sur ce type de stratégie. Donc, principalement sur le fait de passer à de l'achat d'énergie renouvelable. Ça ne veut pas dire qu'elles ne consomment que de l'énergie renouvelable, mais ça veut dire qu'elles achètent de l'énergie renouvelable. Et voilà, et pas du tout sur une baisse de la consommation électrique. C'est un petit peu problématique. Alors, avec Sacha Lucioni, on a écrit un petit guide pratique. Voilà, si vous êtes un petit peu perdu sur ce que vous pouvez faire en tant qu'utilisateur de programme d'IA, on a écrit un petit guide pratique pour essayer de vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on pouvait faire. Voilà, déjà réfléchir évidemment à est-ce qu'on a vraiment besoin d'utiliser de l'IA. Alors, on a une discussion sur est-ce que c'est très facile de savoir, est-ce que c'est facile de savoir si on doit l'utiliser ou pas. Je ne dis pas que c'est facile, mais en tout cas, voilà, c'est effectivement la première question à se poser quand même, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un modèle compliqué, est-ce qu'on a vraiment besoin d'utiliser, de faire cette application, etc. Donc ça peut aller un peu loin. Et puis, si vraiment on doit l'utiliser, essayer de regarder un petit peu un certain nombre de choses, notamment regarder l'efficacité énergétique de l'infrastructure sur laquelle on fait tourner, d'utiliser des outils pour calculer son empreinte carbone, etc. Donc, je vous laisserai regarder. Donc ça, c'était plus pour, voilà, d'où vient l'empreinte carbone directe, disons, due au cycle de vie des équipements quand on utilise un programme d'IA. Mais on pourrait se dire, c'est pas grave parce que dans plein de cas, cette empreinte carbone, elle va être compensée parce que les applications vont avoir des impacts positifs. Et donc, ce n'est pas forcément très gênant parce que, voilà. Alors, ça revient à la discussion que Gauthier avait tout à l'heure sur les impacts positifs
la numérisation, c'est ça? C'est du bon terme ou pas? Ouais. Et donc, mais là, cette fois-ci, en appliquant à l'IA. Et donc, il y a eu un certain nombre d'articles là-dessus. Notamment, il y a un article qui date de 2019 qui fait une liste des domaines dans lesquels l'apprentissage automatique peut être utilisé à des visées environnementales. Donc là, j'ai mis un petit exemple de comment ça peut être utilisé voilà, pour réduire les émissions, voilà, tout ce qui est lié à la forêt, l'occupation des sols, etc. Et puis, je ne sais pas si je monte dans ce sens-là. Alors, quand on regarde, on a fait une petite étude avec 3 collègues d'un certain nombre de références de cet article-là. On a pris une cinquantaine, voilà, si je me souviens bien, mais en fait, c'est marqué dessus. On a pris 57 articles qui étaient cités. Et puis, ce qu'on a essayé de voir, c'est est-ce que dans ces articles-là, les auteurs avaient évalué l'impact de la solution d'IA par rapport à ce qui était gagné comme émission dans les autres domaines. Donc, voilà, notre idée, c'était de voir un petit peu, est-ce que effectivement, il y a des grands gains ou pas. Bon. Puis, on s'était fait un certain nombre de catégories. Donc, par exemple, les auteurs ne parlent pas du tout de gain environnemental. Donc, voilà, c'est juste une idée un petit peu générale. Ou alors, est-ce qu'il y a une mention très générale du gain environnemental en disant ça pourrait être utilisé dans tel type d'application. Une catégorie C qui était il y a quelques informations un peu plus précises sur quel pourrait être le gain environnemental. Et une catégorie D qui était il y a une évaluation du gain en termes de consommation d'énergie, mais qui ne prend pas en compte la consommation d'énergie du programme d'IA. Et puis, il y avait des catégories E et F aussi, hein, qui étaient ça prend en compte la consommation du programme d'IA, et puis F, ça prend en compte tous les impacts positifs et négatifs du programme d'IA, mais qu'on n'a jamais pu appliquer, parce qu'on n'a trouvé absolument aucun article qui faisait ça. Donc, tout ça pour dire que ça ne veut pas dire que c'est des applications qui n'ont pas de sens, ça veut juste dire que actuellement, on n'a pas du tout évalué si réellement ça avait un impact positif, enfin, s'il y avait réellement un bénéfice environnemental sur ces applications-là. Et dans le type d'application alors là, on sort un petit peu des applications environnementales, c'est des applications à la santé. Il y a une conférence qui s'appelle Santé, technologie, environnement, quel compromis de Valérie Dalcomo que vous pouvez trouver en ligne. C'est une conférence organisée par l'équipe STIP de Grenoble qui parle un petit peu de comment est-ce qu'on fait des compromis entre tout ça. Parce que c'est une personne qui a travaillé qui a fait des études sur le type de maladie qu'il y avait dans certaines régions du monde sur des enfants voilà, avec des âges particuliers. Je crois qu'il y a une référence entre eux, mais ce n'est pas grave. Et globalement, ils ont utilisé tous les résultats de cette grande étude pour entraîner un programme d'apprentissage automatique. Et puis, ensuite, ils ont distribué des tablettes dans des dispensaires pour que les médecins puissent utiliser ce programme-là et évaluer si les enfants concernés avaient telle ou telle maladie, est-ce qu'il y avait besoin de les emmener à l'hôpital, etc. Donc là, on a un impact intéressant en termes de santé, c'est sûr. Sauf que sur la fin de sa conférence, ce qu'elle dit, c'est super, on a une application qui permet d'avoir un impact positif sur la santé. Sauf qu'en fait, cette application, elle a un impact négatif sur le changement climatique parce que c'est des tablettes qui sont utilisées peu longtemps en plus. Hein, donc, ça s'est changé régulièrement parce qu'en plus, ce n'est pas adapté au climat. Enfin, bon, bref, pour plein de raisons. C'est des tablettes, du coup, le fait d'utiliser ces tablettes a un impact environnemental important. Et en fait, finalement, on pourrait peut-être, et d'ailleurs c'est ce qu'ils ont fait à la fin, c'est qu'ils utilisent finalement un tableau simplement, un arbre de décision, quoi, de bête, qui permet d'avoir à peu près la même information que l'on utilise dans le programme. Parce que le problème, c'est que là, le fait d'utiliser ces tablettes, ça a un impact sur le changement climatique, et le changement climatique a un impact évidemment négatif sur la santé des mêmes populations. Donc au final, qu'est-ce qu'on gagne réellement en faisant ça ? Et voilà, donc oui, pour ça, je vais peut-être dû en parler avant, peut-être.
Donc ça pour dire qu'il y a un certain nombre de réflexions dans la communauté d'IA pour savoir justement comment est-ce qu'on peut rendre les recherches qui sont faites en IA plus responsables d'un point de vue environnemental. Donc notamment, il y a une proposition de promouvoir beaucoup plus les travaux en IA verte, c'est-à-dire en encourageant à utiliser le minimum de ressources. Tu veux faire la conclusion avec moi ou... Oui, j'arrive. Dans tous les cas, je pense que la conclusion de tout ça, c'est qu'il faut faire très attention aux réductions, en fait, aux vues réductionnistes sur les questions d'empreinte environnementale, qui ont tendance à enlever beaucoup de choses pour trouver un point, en fait, qui est l'inverse d'une démarche scientifique où on sait déjà ce qu'on veut montrer, et du coup, on met tout en place pour prouver qu'on a raison, qui n'est pas vraiment généralement ce qui nous intéresse, notamment très, très facilement mobilisé par l'industrie, et qui ne donne pas à voir, en fait, où est-ce que ça marche. En fait, moi ma position là-dessus, c'est qu'il faut savoir où est-ce que ça marche. Mais si on part du principe que ça marche par défaut, du coup, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de savoir où est-ce que ça marche. Parce que ça marche par défaut. Donc, en l'occurrence, tout discours qui consiste à dire ça marche dans tous les cas, ne vous inquiétez pas, est à mon avis très problématique dans le sens où il faut absolument qu'on sache où est-ce que ça marche. Mais il faut aussi savoir où est-ce que ça ne marche pas. Parce que ça ne marchera pas dans tous les cas non plus, en fait. Donc, on a besoin d'un vrai travail d'enquête, d'avoir des données circonstanciées, situées dans des territoires précis dans lesquels on peut maîtriser le périmètre qu'on étudie. Et finalement, ça implique une posture agnostique. Il ne faut pas partager le principe que l'admiration, c'est toujours bon pour l'environnement. Et on a plein d'exemples, on sait que ce n'est pas vrai, mais on ne peut pas le voir parce qu'on dit oui, pour l'instant, ça ne marche pas, mais ça marchera dans le futur. Mais aujourd'hui, en tout cas, à une échelle macro, moi, de l'analyse que j'en ai faite dans 6 secteurs au niveau mondial, Europe et dans 14 pays, je ne vois aucune différence au niveau de l'échelle macro entre le niveau de numérisation et l'évolution juste au moins des émissions de GES. Il n'y a pas de corrélation. Soit parce qu'on est plus numérisé, on va réduire ces émissions de GES. Il y a plein d'autres facteurs qui expliquent que ça ne fonctionnera pas si facilement. Donc aujourd'hui, moi je parle de la posture selon laquelle l'animation n'offre aucune garantie, donc elle n'offre pas de garantie suffisante sur la question environnementale. Donc on en parle. Oui, non, mais ça me va très bien comme conclusion, hein, juste pour dire qu'effectivement, ça s'étend complètement à la problématique de l'intelligence artificielle, hein, voilà, qui fait évidemment partie du numérique. Et donc, on a effectivement les mêmes problèmes qu'on regarde d'ailleurs au niveau macro ou au niveau d'une application. On va passer maintenant à la phase des questions. Du coup, n'hésitez pas à prendre la parole directement pour poser des questions. Et je vais aussi voir le chat. Donc, pareil, si jamais les personnes qui nous suivent en ligne, si jamais vous voulez poser des questions, vous pouvez lever la main et je pourrais vous donner la parole. Sinon, vous pouvez l'écrire dans le chat et je peux la lire à haute voix pour vous. Et si jamais personne n'a de questions tout de suite, je peux d'abord commencer peut-être par poser les miennes, le temps de vous laisser un petit peu le temps de réfléchir à tout ça. Moi, j'ai vu qu'il y a deux choses qui m'interrogent pas mal après avoir écouté votre intervention. La première, c'est j'ai l'impression qu'en fait se dresse un peu un constat comment dire, qu'en fait on manque de moyens pour pouvoir évaluer toutes ces choses-là, qu'on n'arrive pas à quantifier les choses, qu'on n'a pas accès aux bonnes informations, qu'on nage un peu en eau trouble et que du coup on a du mal à se faire un peu une idée précise comment dire, des implications de la numérisation. Et je voulais avoir du coup, comme vous êtes pas mal intéressé, quel a été votre avis là-dessus, dans le sens où est-ce que vous avez l'impression qu'on progresse là-dessus, et aussi quelles sont les causes de ça? Est-ce que c'est parce que c'est des domaines avant qu'on n'explorait pas du tout et que maintenant, je ne sais pas, de plus en plus la recherche s'en empare et ça commence un peu
à aller mieux, ou est-ce qu'il y a une perméabilité des entreprises ou des États à ne pas vouloir se poser ce genre de questions, enfin, toutes ces choses-là. Je vais recommencer juste par ce Je pense que tu as donné quelques explications déjà. En fait, on est en problème général dans la discipline, c'est qu'on n'a pas de données, en fait. C'est aussi simple que ça. Hein. Enfin, on n'a pas de données parce qu'elles sont secret industriel, parce que secret des affaires, hyper compétitivité, et qu'une partie de la littérature scientifique vient de l'industrie, en fait. Ce qui pose aussi des questions. En climato, s'ils avaient que des chercheurs de chez Shell et Exxon, ça serait quand même compliqué. Bon, nous, on a des chercheurs chez Ericsson et Huawei. Ça pose quand même des questions sur publication. Parce qu'eux ont accès à des données de très bonne qualité, des données primaires, pour obtenir des résultats qui sont publiés. Mais vu qu'on n'a pas accès aux données de base, on ne peut pas vérifier. Et on ne peut pas répliquer les résultats. Ça, c'est problématique, en fait. Ça, c'est le premier point. Et que dans tous les cas, les chaînes d'approvisionnement d'art numérique sont d'une complexité sans nom. Le problème, c'est que si vous avez un objet industriel dans lequel il y a 3 métaux, pourquoi pas, hein, mais on peut remonter 3 grands métaux. Un smartphone, c'est 55 métaux. Et la grande partie, c'est des métaux précieux, des métaux rares. Dans des tonnages tellement fins que c'est tellement dur, c'est très dur à remonter. Et on va toujours avoir des problèmes là-dessus. Et l'autre problème, c'est qu'on n'a pas le temps de regarder les impacts environnementaux parce que le secteur numérique, c'est un secteur qui est très vorace en investissement pour la R&D et qui demande beaucoup de capitaux et qu'a priori, regarder si ça fonctionne ou pas avant de le faire, ce n'est pas vraiment ce qui va permettre d'obtenir un financement. Donc, il y a aussi la réalité de la façon dont le marché se structure. Et il faut bien toujours le prendre en compte. Ce n'est pas que de la recherche, c'est un des secteurs dont les finances sont extrêmement importantes. Et on ne peut pas extraire notre mesure de ce système, en fait. La façon dont les data centers se développent ne sont pas du tout liés, ne sont pas expliqués par l'augmentation du trafic. C'est que les data centers, c'est aussi un actif sûr en tant qu'actif financier. Donc, on produit de nouveaux data centers sans qu'il y ait besoin de nouveaux data centers. Alors, sauf qu'on a besoin de nouvelles zones, mais les data centers se construisent, il y en a déjà plein. En fait, il y a plein de choses qui sont explicables dans la façon dont ce secteur évolue que si on a la lecture financière aussi. Et c'est ce qu'on mobilise aussi dans les services d'IA, on dit qu'on fait de l'IA aussi pour obtenir des financements. Quand même. Si vous voulez financer une startup, c'est quand même de dire que vous faites de l'IA. C'est plus sexy que les stats. Je pense qu'il y en a qui pensent pas mais l'IA, c'est pas les stats. Bah, déjà, c'est quoi? Et je sais pas, il y a l'aspect économique et puis il y a quand même un aspect aussi, je trouve, c'est un peu bateau de dire ça, mais un aspect de croyance quand même aussi dans la technologie. C'est sûr que voilà, sur tout ce qui est ingénierie, il y a quand même quand même une grande foi sur le fait que voilà, on va résoudre plein de problèmes avec des nouvelles technologies, avec de l'IA, avec plein de choses. Ça, c'est quand même un peu dur d'aller contre ça aussi. Alors évidemment, je ne néglige pas du tout les aspects économiques et tout, mais c'est vrai qu'il y a quand même aussi une culture. Et tu vois, cette slide, elle me fait rire, parce qu'on te montre là où il y a de l'impact, mais on ne dit pas si c'est utile. Et on ne dit pas si c'est la chose la plus utile pour manager les feux de forêt. Je ne suis pas sûr qu'il y a soit la chose la plus importante à financer en premier, en fait. Il y a plein d'autres choses à faire avant. Typiquement, sur l'agriculture de précision, sur tout ce qui est agriculture, alors peut-être pas agriculture de précision, parce que par définition, c'est ça, mais sur tout ce qui est agriculture, j'imagine qu'il y a plein de choses aussi, indépendamment de l'utilisation de l'IA là-dedans. Typiquement, sur les marais, il y avait une étude de cas utilisée dans GSMA pour dire l'Internet des objets permettait de sauver des mangroves, en gros. Pour dire rapidement, parce qu'on mettait des senseurs sur des arbres dans la mangrove qui permettaient de voir le niveau d'humidité, la remontée de l'eau, etc. Et ça avait permis de la repousse de temps d'arbres. Sauf que tu vas dans l'étude de cas réelle, l'étude de cas Ericsson, en fait, ils avaient fait une action avec les employés d'Ericsson où ils avaient mobilisé 200 employés de leur succursale aux Philippines pour aller planter des arbres
dans la mangrove. Sauf qu'ils rattachaient les gains environnementaux de cette action au fait de mettre des objets connectés. Ah oui. Pas au fait qu'ils ont mis leurs employés pendant un week-end pour aller planter des arbres. Ouais. Donc, tu vois, c'est aussi que la littérature derrière, elle est extrêmement bizarre, en fait. Ouais, c'est sûr. Ouais. Pour arriver à la conclusion que l'IoT, ça fait mangrove, il y a quand même des employés. Oui. Ouais, j'ai une question quand on parle de l'IA sur les jeux en ligne, en fait, parce que je me parlais à midi sur l'impact environnemental ou énergétique des jeux en ligne. On me citait des chiffres absolument énormes. Est-ce que vous avez des idées là-dessus ou pas? Il y a une étude qui est privée, celle d'Ubisoft, qui a fait le bordage, et que Julie Orgelet et Eric Fourboul sont en train de reprendre là. Je n'ai pas les résultats. D'emblée, il y aura une grosse phase de computing, c'est sûr. Et ce n'est pas le transfert de données qui va être problématique, c'est l'écran qui va afficher tout ça. Typiquement, sur le streaming, c'est pas tout le transfert. Les méthodes de streaming type streaming vidéo, c'est pas tout le transfert de données qui a l'impact, généralement. C'est l'écran, c'est la consommation électrique de l'écran. Et plus la télé est grande, plus elle a d'impact. Et sur un écran 50 pouces, par exemple, sur 1 heure de streaming, 50% de l'impact, c'est la consommation électrique de la télé. Donc, sur le streaming de jeux vidéo, il y aura toujours ce pôle qui sera la télé, plus la partie computing. Mais il faudrait intégrer le fait qu'il n'y a pas d'achat d'unité centrale par le client. Donc, potentiellement, il y a une substitution. Donc, potentiellement, il y a au moins un gain sur les impacts de la fabrication. Alors là, ça me fait réagir parce que moi, j'ai lu des études sur pourquoi un abonnement Netflix versus acheter des DVD. Mais finalement, si la consommation la plus importante, c'est la télé, c'est marginal, non? Alors, typiquement, dans les études qu'on a, alors uniquement en phase d'usage, attention, en Europe, on estime que c'est 56 grammes d'équivalent CO2 par heure de visionnage, le streaming. Netflix, sur son réseau, ils estiment qu'ils sont à 100 grammes d'équivalent CO2 par heure de visionnage. Et si j'achète un DVD? Mais ce qui est sûr, c'est que tu n'as pas la même consommation, Ouais. dans tous les cas. C'est ça aussi, c'est que tu consommes beaucoup plus de vidéos avec du streaming qu'en achetant des DVD. C'est biaisé, parce que quand tu as le streaming, tu fais beaucoup plus de télé. Oui, ça change. Un service n'implique pas, vu que c'est deux services équivalents, ça n'implique pas forcément les mêmes usages. En l'occurrence, si aujourd'hui, moi, j'ai qu'une télé uniquement pour regarder Netflix, potentiellement, je pourrais aussi attribuer l'ensemble de l'impact environnemental de ma télé à Netflix. Et ça, on ne le fait pas. Il n'y a aucun fournisseur de service qui va réclamer la part de fabrication, parce qu'aucun fournisseur de service va dire que je suis responsable de l'achat de matériel. C'est ce que fait Netflix dans leur méthodologie de calcul de l'empreinte carbone du streaming. Ils prennent uniquement la phase d'usage et ils s'arrêtent à la box opérateur en disant tout ce qu'il y a après, c'est pas nous. Parce qu'on n'est pas responsable. C'est leur scope 3 en fait. Parce que j'avais lu, mais moi c'est du grand public. Ouais, alors en fait, il faut aussi se dire que les chiffres qui circulent généralement, c'est l'email, c'est complètement faux. Pour des emails, ça n'a quasiment pas d'impact. Le streaming, ça dépend du mix énergétique qui alimente la télé. Ouais. Mais alors, du coup, l'email, c'est l'email. Donc, moi, j'ai que des chiffres faux dans la tête, alors sûrement. Mais, je veux dire, quel est l'intérêt d'avoir des chiffres faux sur l'email? Alors, je peux donner l'historique de ça. De ce chiffre, c'est 22 grammes par email, ça date d'une ACV de l'ADEME de 2012. C'est la première chose qu'on a réussi, c'est la première chose qu'on a calculée en fait en termes d'impact environnemental d'un usage. En 2012, potentiellement, c'est des 22 grammes parce qu'on a attribué une part plus importante de la fabrication des équipements qui permettait l'usage d'un email, en tout cas l'usage d'un email. Donc, ça a augmenté l'empreinte carbone unitaire de l'email à 22 grammes. Aujourd'hui, si 1 heure de streaming en Full HD, c'est 56 grammes, a priori, je dirais que leur chiffre est complètement faux. Et après, en termes de trafic, je crois que les emails, c'est 2% du trafic mondial IP, du trafic IP mondial plutôt. Sur ces 2%, je crois que 80% c'est du spam. Donc, il reste 20% de 2% qui seraient à peu près tous les emails envoyés par des humains dans le monde. Donc, c'est pas ça qui nous fera un gros impact, a priori. Et dans tous les cas, c'est tout le temps allumé les serveurs. Donc, l'efficacité, statistiquement, c'est quasiment à zéro parce qu'en fait, ça change quasiment rien si je prends un email ou pas. C'est dur, vous pouvez supprimer.
Alors, d'un point de vue mental, c'est tout à fait intéressant de se passer ces emails. Si c'est pas compensé par Slack, etc. Je suis pour garder cette vieille croyance. Mais là, d'un point de vue mental, santé mentale, c'est tout à fait entendable. D'un point de vue environnemental, c'est faux. Mais parce qu'aussi, pareil, il y a deux sujets. C'est que pour éviter la régulation directe, soit on fait des outils de régulation dont on donne les clés aux industriels, type indice de réparabilité, ou soit on reporte la charge de responsabilité à l'usager. Ça, avec ça, on se dépose de tout. D'un point de vue industriel, c'est top. Et du coup, on commence à voir le différentiel entre les scores obtenus par indice de réparabilité quand c'est les industriels qui s'autonotent versus l'indice de réparabilité quand c'est fait par un comité externe. Il y a 2 points de différence sur 10. Donc, il y a aussi cette chose à prendre en compte. Bon, moi, vu que je dois partir, donc c'est pour ça que j'ai beaucoup parlé, je laisse tout à Anne. J'ai une question aussi sur ce que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, Systex, qui est une association, je crois, de gens qui travaillent dans toute l'industrie minière. Et j'ai découvert un peu tout cet aspect lié au numérique et l'aspect matériaux. Et qui, justement, j'avais l'impression qu'au tout début de vos interventions, vous disiez que c'était une partie sur laquelle il y a encore moins d'informations disponibles. Parce que du coup, toutes ces analyses en termes de gaz à effet de serre, du coup, ça ne prend pas en compte la production des matériaux liés au numérique. J'avais vu des trucs qui m'avaient assez surpris. Je sais pas, par exemple, pour de l'or, pour extraire 2 grammes d'or, il faudrait extraire au moins 1 tonne de terre. C'est 1 gramme pour 1 gramme d'or. Pour extraire 1 gramme d'or, il faut bouger 1 tonne de terre. Oui, et du coup, ça crée des déchets monstres. L'or, c'est très particulier aussi. J'avais l'impression que pour pas mal de matériaux, c'était assez. Or et platine, c'est les 2 métaux les plus rares et les plus durs à extraire. De très loin. Après, ce que fait Systex, c'est très bien. Nous, dans le numérique, le problème, c'est pas tant notre volumétrie, c'est pas dans le tonnage de matière qu'on mobilise, c'est leur diversité. Et le fait que plein de métaux soient codépendants les uns des autres, je ne vais pas extraire du manganèse sans ouvrir une mine d'aluminium. Je n'ai pas de définition spécifique. Et moi, de mon point de vue, alors à toi de me dire aussi ce que tu penses, mais je pense que l'empreinte matérielle va être un sujet beaucoup plus compliqué à gérer, peut-être beaucoup plus prioritaire à terme que l'empreinte carbone sur le secteur numérique, sur les questions notamment d'IoT et de 30 milliards d'objets apparemment d'ici pas longtemps. Donc moi, c'est plutôt l'empreinte matérielle qui me pose des questions. Mais la difficulté à obtenir des données rend l'évaluation compliquée. Ok. Et est-ce qu'il y a de plus en plus d'informations disponibles là-dessus ou ça reste encore très... Sur la fabrication? Oui, sur les matériaux. Quasiment rien. Je ne sais pas grand-chose qui a été dit. Je suis d'accord. J'ai l'impression que, à mes yeux, en fait, quand j'ai découvert tout cet aspect-là en fait, du numérique, je me suis dit que qu'effectivement, c'est un aspect qui est majeur et que je n'ai pas du tout pris en compte quand on s'intéresse. Je ne vais pas te faire rater ton temps. En fait, tout ce qui manque, écotoxicité, acidification, cancer, etc., tout ça, c'est soit de la fab, soit de la fin de vie. Enfin, c'est soit de la fabrication, soit de la fin de vie. Ok, d'accord. Parce qu'en fait, les opérations de minage, c'est ça, en fait. C'est comme ça. Il faut voir combien on va en extraire. Là, potentiellement, si on veut faire transition énergétique selon les technologies actuelles, il va falloir en extraire beaucoup plus. Donc, potentiellement, on va aussi dégager beaucoup plus de métaux disponibles pour le numérique, pour la numérisation. Donc, la numérisation sera aussi un coproduit à ce titre de la transition énergétique si elle est comprise comme quelque chose qui consiste à augmenter la consommation d'énergie dans tous les cas et à la remplacer par du renouvelable et des voitures électriques, l'électrification, etc. Voilà. Bon, allez, moi j'y vais, j'arrête de l'ordre. N'hésite pas à prendre des petits gâteaux si tu veux pour le trajet. Okay, merci, au revoir. Merci, au revoir. C'était bien, non? Écoute, je pense ça. T'as fait un Ok. Au revoir. Et du coup, sur cet aspect matériaux lié à l'IA, est-ce qu'il y a des choses qui sont connues? J'avoue que je ne me rends pas du tout compte en fait, de ce que ça implique, peut-être par exemple
d'utiliser des modèles d'IA, l'aspect un peu matériaux qui peut y être utilisé. En fait, on va retrouver la même chose que dans le secteur global, hein, mais avec encore moins d'informations. Par exemple, un truc basique, mais je parlais de carte GPU tout à l'heure, il n'y a aucune analyse de cycle de vie qui existe sur une carte GPU. Ça n'existe pas. Voilà. Enfin, ou équivalent, hein, parce que c'est la CPU ou n'importe quel autre truc équivalent. Les constructeurs n'en font pas. Donc voilà, Nvidia là, nous en promet une pour 2023. Je ne sais pas si ça va arriver, mais bon, en tout cas, pour l'instant, on n'en a pas. Donc on fait des estimations un peu à la louche en utilisant la surface des cartes et en faisant des extrapolations, quoi, mais c'est tout ce qu'on peut faire. On n'a pas plus d'informations que ça. Donc, bon, les seuls équipements, les équipements qui sont un peu spécifiques, c'est plutôt pire. Moi, je suis en train de travailler sur l'empreinte carbone de Lanzet, du supercalculateur, donc, et qui est donc spécifique IA. Hein, donc, c'est principalement, alors, il y a une partie scalaire avec le CPU, mais il y a toute une partie avec des GPU. Et en plus, c'est des équipements qui ont été construits principalement pour Lanzet. Donc, c'est des équipements spécifiques, ce qui fait que l'empreinte carbone de la fabrication, on peut faire des estimations hein, en se basant sur du matériel qui n'est pas trop éloigné et tout, mais c'est vrai qu'on n'a aucune idée. Et là, je parle que de la partie, en termes empreinte carbone, sur le reste, on a zéro information. La seule information qu'on ait pour l'instant, c'est vraiment sur la partie empreinte carbone. Tout le reste, il y a une ACV de serveur très, très large qui a été faite par la Commission européenne il y a quelques années. Et sur le reste, voilà, on a quasiment aucune info. Okay. Donc on a des études un peu précises, on sait qu'est-ce qui est utilisé comme matériaux, donc on sait quelles sont à peu près les ressources pour chacun des matériaux, quels sont un petit peu les types d'impact, etc. Mais au niveau d'un équipement numérique, c'est ce que disait Gauthier tout à l'heure, hein, mais c'est vrai qu'en général, la seule info qu'on a, c'est sur la partie, c'est sur cette partie-là, quoi. Ouais. Oui, alors qu'en fait, peut-être qu'en fait, la partie... Alors, au mieux, on a quand même toute la partie empreinte carbone, c'est-à-dire incluant la fabrication. Ouais. Moi, j'avais peut-être juste une question, mais c'est un peu une question bête, mais sur, avec une visée pas du tout scientifique, mais sur vous disiez avec votre guide sur s'interroger sur son empreinte carbone, etc. Je pense que c'est un truc que plein de gens font. Enfin, je sais pas, moi j'avais fait un test sur un site d'un journal pour savoir si mon empreinte carbone était dépassé mon budget carbone. Ouais. Et du coup, je me demandais, est-ce que vous aussi, avec une posture scientifique, vous vous intéressez à c'est quoi le budget carbone? Enfin, je veux dire, est-ce que ce travail de quantification, il est aussi fait au regard de qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'il est bon de faire? Comment est-ce qu'on peut dire quand est-ce que c'est trop, quand est-ce que c'est pas assez? Oui. Je réfléchis, en fait, je ne sais pas trop répondre à la question. Je ne pense pas que, en tout cas, moi, je ne connais pas, je me souviens pas d'études qui étudiaient ça au niveau individuel, qui essaient de rapporter, si je comprends bien la question, hein, essayer de rapporter, par exemple, l'empreinte carbone numérique à un niveau individuel pour voir qu'est-ce que ça représente par rapport à un budget. Alors, on peut le faire, puisque, par exemple, il y a l'étude du Green IT qui était évoquée tout à l'heure. Alors, je n'ai pas du tout les chiffres en tête, hein, mais calcule l'empreinte carbone du numérique en France. Donc, on peut regarder qu'est-ce que ça représente par habitant. Mais j'avoue que je n'ai pas les chiffres en tête. Voilà. Bon, je sais pas, j'étais un des trucs sur lesquels je n'étais pas tout à fait. Je ne dirais pas forcément exactement la même chose que Gauthier, c'était sur cet aspect-là, sur le fait que oui, ça représente entre 1 et 4%, entre 2 et 4% globalement selon les estimations de numérique au niveau mondial. Gauthier disait ce qui est important, c'est l'évolution. Je dirais, le fait que ça fasse 2 et 4%, c'est pas négligeable non plus, dans l'absolu, quoi, indépendamment de l'évolution, à la limite, c'est quand même de toute façon trop. On sait que tous les secteurs doivent réduire, donc voilà, c'est pas du tout négligeable. Je pense qu'on va conclure le séminaire maintenant.
Et je tenais d'abord à remercier les intervenants. Voilà. Merci beaucoup, Bruno. Et à remercier les personnes qui sont venues et les personnes qui nous ont suivis en ligne également. Voilà, merci beaucoup et puis à bientôt pour un prochain séminaire. Merci.